Entre-temps, et la question que je m'avais vous poser, c'est celle de savoir, en prenant fonction justement à la tête de l'administration parlementaire, dans ce contexte historique, c'était le 14 janvier, voilà, le 14 janvier voilà, 2024, je crois bien. Oui. Alors, quelle lecture vous avez eu à faire par rapport au constat que vous avez trouvé sur place, parce qu'il faut rappeler que vous étiez déjà dans l'engrenage parlementaire à travers votre posture au niveau du cabinet du président du CNT, où vous en étiez directement le directeur donc, du cabinet. Oui, mais arrivé là, vous me permettrez de faire un peu d'hors sujet pour encore une fois de plus renouveler mes félicitations et mes remerciements à l'endroit du président du CNT et au plus haut niveau à l'endroit du président de la République qui ont estimé que j'étais digne de confiance pour occuper cette station éminemment stratégique, éminemment importante dans le fonctionnement de notre Parlement. Et donc, cela étant, vous avez retracé mon parcours. En fait, je me définis aujourd'hui comme étant un produit, un produit du Parlement, pour m'être insinué, n'est-ce pas, dans ces dédales et interstices. Parce que quand vous commencez par la direction des affaires juridiques et de la logistique, après vous êtes propulsé directeur de cabinet et puis secrétaire général, ça fait de vous un grand connaisseur de la maison. Effectivement, oui. On n'a rien à vous apprendre de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, quand vous me dites de faire le constat que j'ai trouvé à ma prise de fonction, c'est un constat reluisant. C'est un constat reluisant. Et là également, vous me permettrez également de rendre hommage, bien entendu, pour tout le travail abattu à ceux que j'ai trouvés à cette fonction-là, qui n'ont pas démérité, qui ont fait de leur mieux. Toutefois, il faut faire un certain nombre de constats. Le constat qui était là, c'est que il y avait une administration parlementaire un peu démobilisée. Et ça aussi, à cause de quoi? À cause du fait que l'instance de coordination des activités parlementaires du point de vue du secrétariat général, qu'on appelle le conseil de direction, ne se tenait pas régulièrement. Parce que vous savez, le conseil de direction, c'est cette instance hebdomadaire-là, et même institutionnelle, formelle, autour justement de laquelle tous les directeurs opérationnels sont réunis. Je rappelle qu'il y a 10 directions opérationnelles au niveau du CNT, mobilisées pour appuyer le CNT dans le cadre de travail technique à faire pour l'accomplissement de leur mission. Donc, s'il n'y a pas ce travail de coordination quotidienne pour que vous discutez des problèmes, vous définissez les priorités, vous dites où il y a les problèmes pour éventuellement apporter ensemble des solutions, il va sans dire que, certes, vous allez faire des progrès, vous allez faire du boulot, mais ce défaut de coordination-là peut impacter justement le résultat du travail que vous avez à faire. Donc, il y avait des problèmes. Mais ce n'était pas forcément dû à une sorte d'incapacité ou quoi, mais je pense que parfois c'est dû au volume. C'était dû au volume de travail. Donc, c'est ainsi que j'ai, avec le soutien bien entendu de monsieur le président du CNT et sur ses instructions, j'ai essayé de mobiliser l'ensemble des directeurs d'opération pour leur dire que absolument, il faut un rétablissement. Il faut revenir. Il faut dynamiser davantage. Ça pour discuter des problèmes. Donc ça, c'était un constat. Deuxièmement, j'ai trouvé que du point de vue juridique, il y avait un problème. Parce que le statut particulier du personnel d'administration parlementaire, ce texte-là, il est problématique. Des efforts avaient été fournis dans le passé, puisqu'on a trouvé un statut, c'est un projet de statut. Mais, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre un statut non validé, non signé, mais qui est au complet, et un statut qui est signé, mais qui est amputé à bien d'égards concernant le fonctionnement du Parlement. Donc, aujourd'hui, bien entendu, j'ai mis une équipe sur place. Parce que vous savez, la conséquence, ça c'est quoi? C'est que le personnel de l'administration parlementaire évolue à volo. Donc, il y a une insécurité juridique, mais qui ne dit pas son nom. Il y a une insécurité juridique qui ne dit pas son nom. Vous savez, quand je suis venu ici, on m'a rapporté une anecdote en 2010, en 2009 plutôt, à l'occasion de la prise de pouvoir par le CNDD. Par le CNDD, oui, effectivement. Vous savez, à l'introduction tout à l'heure, là, j'ai commencé par rappeler c'est quoi l'administration parlementaire. C'est important parce que ce n'est pas su. Parce que les gens à l'extérieur nous perçoivent le Parlement qu'à travers, n'est-ce pas, les élus. Qu'à travers les élus. Donc il faut le dire. Tout à fait. Il y a un personnel qui est là, qui est permanent et qui appuie constamment ce personnel politique là qui se renouvelle au gré, n'est-ce pas, des législatures. Tout à fait. Et qui a au sommet le secrétaire général. Tout à fait. Donc ça veut dire que quand cette prise de pouvoir s'est opérée en 2009, la conséquence c'était quoi? Puisque l'administration était dissoute, donc on a privé le Parlement de fonctionnement.
Wow. Oui. Parce qu'on se disait que c'est la même chose. Quoi. Dès l'instant que les députés ne sont plus là, donc le Parlement, dans tous ses compartiments, disparaît. Ouais. Donc, alors, je pense que l'absence d'un tel instrument a contribué à affecter ou à plonger dans l'insécurité juridique le personnel qui était là. Puisque je pense qu'ils ont fait plus de 6 mois sans salaire. 6 mois. Donc aujourd'hui, ça c'est un défi, c'est un constat que j'ai fait. Il faut travailler dans le sens. Il faut travailler dans le sens justement de rétablir ce texte-là. Parce que vous savez, nous, dans le droit du travail guinéen, il y a 2 textes. Nous avons le statut général de la fonction publique qui régit les fonctionnaires de l'administration publique, mais également nous avons le code de travail qui régit, n'est-ce pas, les travailleurs du privé. Et au milieu de ça, on a des travailleurs qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre et qui sont dans un statut particulier à cause justement du caractère particulier du travail qu'ils font. Puisque nous évoluons avec une institution républicaine extrêmement importante qu'on appelle le Parlement. Donc il faut doter l'administration d'un statut particulier. Et en plus de ça, il faut une gestion des carrières. Il faut expliquer comment on y rentre, comment on évolue, comment on sort, comment les permissions se font, comment les promotions s'octroient, comment tout ça là. C'est le statut particulier, comment les sanctions s'infligent, c'est le statut qui gère tout ça là. Donc aujourd'hui, ce texte-là n'existait pas. Donc il faut travailler à ça. Et ça fait partie des missions, bien entendu, que M. le Président du CNT m'a confié et auquel je travaille dans le cadre de la satisfaction. Donc à date, vous voulez dire que les dés sont jetés par rapport à ce processus d'arrimage du texte aux réalités et peut-être aux besoins aussi de la cause. Absolument. Vous savez, j'ai été malin, j'ai confié ça au directeur de la DAJUL, qui aujourd'hui est un fin technicien. L'un de vos... Voilà. Donc un grand connaisseur du processus d'élaboration de la loi. Tout à fait. Donc je pense que vous l'inviterez un jour ici pour qu'il vous parle un peu de ce qu'ils sont en train de faire dans ce cadre-là. Mais j'ai veillé à distance et je pense que ça se passe très bien. C'est-à-dire que le texte que l'on va avoir, le statut particulier qu'on va avoir, c'est un statut qui ne sera pas fait de copier-coller. Exactement à l'image de la Constitution. C'est un texte qui va être une réponse normative aux problèmes que nous avons ici en tant qu'administration. Très bien, donc M. Aboubakar Foti Souma, c'est l'occasion pour nous de le faire beaucoup. On l'a reçu sur ce plateau et c'est avec lui que j'ai appris ce terme, l'inflation juridique. L'inflation législative, je crois bien. Législative, voilà. Effectivement. Alors, on va revenir sur les réformes engagées par le président du Conseil national de la transition, l'honorable Dr Dansa Kourma. C'est vrai qu'on ne peut pas les citer tous, mais quand même, il y a assez de réformes initiées par le président du Conseil national de la transition. Au sein de l'administration parlementaire. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général, comment est-ce que vous évaluez l'impact de ces réformes du président du Conseil national comparativement au précédent, mais aussi à l'amélioration du travail actuel du Conseil national de la transition? Et vous citiez tantôt, dans la même veine, vous citiez tantôt la DAJUL, qui est l'une des nouvelles directions qui est une nouveauté, qui a été créée sous le magistère de Dr Dansa Kourma. Oui, mais vous savez, quand j'ai énuméré la dernière fois, à l'occasion de l'élaboration du rapport triennal du Conseil national de la transition, j'ai énuméré 18 réformes fondamentales. Ça, c'est sans être allé dans les détails, quoi. Sur les réformes subsidiaires, les réformes fondamentales, c'est 18. Donc, voyez-vous, cela pour vous dire un peu combien de fois le président du CNT, appuyé par l'ensemble du Conseil national, justement, c'est-à-dire que le président du CNT est un réformiste. C'est quelqu'un sur qui on peut compter dans le cadre des réformes. Donc, vous connaissez, c'est des choses dont on a largement parlé. C'est l'assainissement du fichier du personnel parlementaire. Vous savez, à notre prise de fonction ici, on a remarqué que certains députés de certaines législatures continuaient encore à émarger sur le fichier de l'administration parlementaire comme personnel parlementaire alors qu'il n'était pas là. Mais comment un député peut continuer à émarger sur le fichier de l'administration parlementaire? Ça, c'est pas normal. On a vu beaucoup de doublons et on a trouvé aussi que certaines personnes étaient décédées il y a longtemps. Mais leur salaire continue à venir. Certaines personnes aussi étaient là, ils n'étaient pas décédés, leur nom était là, ils travaillaient ailleurs, ils ne venaient même pas, mais l'argent continue à tomber dans leur compte. Donc on a fait ce travail d'assainissement-là. Le président a mis en place une équipe qui est venue auditer l'administration parlementaire. On a fait l'assainissement-là et puis ça nous a permis d'avoir une gestion réelle de l'effectif. On a connu l'effectif réel personnel parlementaire. Ça, c'est un acquis. La première action. Donc. Ça, c'est la première action qu'il a réalisée depuis qu'il est venu. Il y a aussi, pour conforter cela, parce que je n'ai pas eu le temps de parler de l'absentéisme parmi les constats que j'ai eu à faire. Dans les constats majeurs. C'est l'absentéisme. Et le président a déclaré une guerre sainte pour ça.
dont je suis l'instrument, effectivement. Et nous sommes à cheval pour ça. Je pense que le phénomène est la tendance est baissière. Oui, la tendance est effectivement baissière. Ouais. Mais ça, c'est un des constats que j'ai fait. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas travailler. Mais je pense que c'est dû aussi au fait qu'ils sont longtemps restés dans cette culture-là. S'il n'y a pas de rigueur. Voilà, il n'y a pas de rigueur. Donc voilà. Mais on a travaillé, on a mis en place des équipes du personnel qui circulent, mais également on a mis des machines par-ci et par-là pour faire ce contrôle-là. Et moi-même, secrétaire général, régulièrement, je passe dans les salles pour effectivement constater la présence du personnel. Donc la bancarisation, donc pour revenir, la bancarisation, il faut bancariser. Parce que vous savez, c'est un moyen aussi, avec la biométrie qu'on peut citer aussi comme étant un des acquis de la gouvernance. Parce qu'avant, le problème de CNT, c'était du billetage. Les gens pouvaient passer des mois et des semaines à la queue. Et voilà, à la queue. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc ça a soulagé les gens de ce point de vue-là. Je pense que les gens s'en sont particulièrement réjouis. Donc nous avons la révalorisation des salaires, c'est quelque chose que vous connaissez, qui avait pour mission bien entendu de rehausser un peu, voilà, de créer un cadre de travail et de permettre aux travailleurs parlementaires de vivre dignement et de vivre décemment, puisque le travail que nous abattons ici, c'est un travail exceptionnel, c'est un travail extraordinaire. Donc nous avons également la révision du règlement administratif. Le règlement administratif, vous savez, c'est ce texte-là qui... c'est l'un des textes structurants au niveau du CNT ici, qui dresse, qui établit la physionomie technique ou la physionomie des services. C'est-à-dire qui dit ici comment hiérarchiser l'administration parlementaire depuis le président, le secrétaire général, les directions opérationnelles, dans leur structure, c'est-à-dire le directeur, le chef de division, chef de section. C'est-à-dire que c'est ce document-là. Et puis maintenant qui retrace les attributions de chaque agent, qui dit c'est quoi le rôle du président, c'est quoi le rôle du secrétaire général, c'est quoi le rôle du cabinet du secrétaire général, c'est quoi le rôle d'un directeur opérationnel. C'est ce document qui retrace ça. Donc l'importance de ça, c'est que c'est en dépit du foisonnement des services techniques, c'est pour éviter justement des conflits qu'il y ait télescopage. De conflits de compétences. Donc les attributions de chaque service, bien entendu, sont énumérées là-bas. Et puis le président l'a fait, c'est pour discipliner un peu, n'est-ce pas? C'est pour discipliner, n'est-ce pas, les actes de mutation ou les actes d'affectation. C'est-à-dire qu'en créant ça, ajouter bien entendu à ce qu'on a un autre document qu'on appelle le cadre organique, c'est-à-dire que le président lui-même s'inflige une discipline pour dire, bon, écoutez, j'ai créé un cadre organique, il est là, donc je ne peux pas faire de mutation ou de nomination en dehors de ce cadre-là. C'est un peu à l'image du gouvernement qui publie d'abord la structure du gouvernement avant de nommer les ministres. Donc ce cadre organique, il est là aussi à côté du règlement administratif comme étant un document interne dont la mission, bien entendu, est d'encadrer le fonctionnement des services et d'établir des critères qu'il faut pour occuper chaque poste, chaque responsabilité au sein de l'administration parlementaire. C'est pour lutter également contre le copinage, c'est pour lutter contre le favoritisme et le clientélisme, comme on est en train de le constater, ou comme on peut être amené à le constater un peu partout dans les services. Mais également, vous savez très bien que nous avons l'élaboration d'un guide de la logistique. La logistique, c'est une première dans l'histoire du Parlement. C'est une première, comme vous dites. Effectivement. C'est une première. Ça, il faut insister en le disant. Et je pense que si le président du CNT, accompagné par l'ensemble des conseillers nationaux, s'ils peuvent se réjouir d'avoir accompli une mission qui va être durable, qui va rester à vie, justement, c'est... En dehors de la Constitution. En dehors de la Constitution. C'est la génération de ce guide-là. En fait, le guide de la logistique... Donc, vous avez été un acteur majeur, il faut le rappeler. Oui, j'étais directeur à l'époque. Donc, un acteur de premier plan, d'ailleurs, de la mise en œuvre de ce document-là. Je voudrais profiter pour féliciter le président du CNT, le remercier, à côté de l'ensemble des conseillers nationaux, pour avoir eu cette vision-là et pour nous avoir fait confiance, bien entendu, dans le cadre de l'élaboration de ce document. M. Bari, vous savez, l'importance de ce document-là, c'est que ce document-là, aujourd'hui, fait que le travail parlementaire, en tout cas dans sa dimension élaboration, loi, est devenu quelque chose désormais de très facile. C'est-à-dire que ce document-là a permis de démystifier la procédure d'élaboration de la loi. C'est-à-dire qu'elle indique, même au cadre, au parlementaire le plus néophyte, au cadre le plus bleu, de tout de suite comprendre le mécanisme par lequel un texte doit s'élaborer. C'est-à-dire que c'est des informations qu'on vous donne, c'est des outils qui se mettent à votre disposition pour dire quand un texte est là, comment il faut se comporter pour faire en sorte que vous puissiez générer un bon texte. Je pense qu'il faut que vous me mettez un jour pour qu'on revienne spécifiquement parler de l'esprit et la lettre du guide de la logistique. Guide de la logistique. Inch'Allah. Parce que l'essentiel des travaux que nous faisons ici, c'est un travail d'élaboration de la loi. On a beaucoup de missions. Tout à fait.
Mais parmi les missions, celle qui revient le plus, c'est un travail d'élaboration de la loi. En témoignent d'ailleurs les rapports que nous produisons en fin d'année. Il y a beaucoup plus de lois qu'on élabore que de politique publique, que de contrôle de l'action parlementaire que nous faisons, que d'évaluation de politique publique que nous faisons. Donc générer un outil dans ce contexte-là, vraiment se rendre un grand service au Parlement, mais non seulement au Parlement de maintenant là, mais pour les parlementaires à venir. Tout à fait. Oui, l'autre réforme également. Donc, c'est l'élaboration d'un code de bonne conduite. Donc, on n'a pas à vous le dire parce que ça également, il le faut au sein des institutions. Aujourd'hui, nous avons un code de bonne conduite. C'est-à-dire, quand vous venez, vous savez, parfois, les gens peuvent commettre des erreurs par inadvertance. Ils sont de bonne foi, mais commettent des erreurs. Voilà. Donc, on a pensé qu'effectivement, il faut réduire ce risque-là. Il faut éviter que demain, des personnes de bonne foi, des travailleurs, des gens dévoués à la cause, puissent être sanctionnés parce que tout simplement on n'a pas pris en amont nos responsabilités. Donc un code de bonne conduite est élaboré, il est là, il sera mis à la disposition des uns et des autres, et puis comme ça peut éviter justement ces accidents-là. Le recensement biométrique, j'en ai parlé. La création de la radio et de la télévision parlementaire. Ah oui. Monsieur Babacar Kola Diallo. Aujourd'hui, le CNT s'invite dans le salon. Dans le salon. Et très bientôt, nous serons sur l'un des plus grands bouquets de la place, qui est Canal+. D'ailleurs, hier, je profite pour vous dire que le président du CNT m'a donné l'autorisation hier de signer le contrat. J'ai signé. Donc, je pense que c'était le seul blocus qui restait. Et donc, très bientôt, on va... Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos téléspectateurs. Et voilà, les uns et les autres commenceront à nous observer depuis là-bas. Donc, la radio, la télévision... c'est une des réformes, c'est l'une des actions accomplies aussi par le président du CNT. Parce que, vous savez, avant, on faisait beaucoup de bonnes choses ici, mais qui n'étaient pas connues, qui étaient méconnues. Si on voulait faire connaître ça, il fallait parfois aller courber les chines, baisser la culotte, caresser les journalistes dans le sens, pour avoir l'occasion, l'opportunité de dire ce que nous sommes en train de dire là. Alors que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons dans l'intérêt du peuple de Guinée. Tout à fait. Donc réussir ça là, avec le concours des braves, dynamiques journalistes que vous êtes, je pense que ça également, ça mérite d'être cité au titre des réformes les plus substantielles que le président du Conseil national de la transition a réalisées. Très bien. Oui,